méthodes d'accompagnement clairement qui sont à la pointe. Donc, Donilab a su démontrer sa capacité et accompagner avec pertinence et efficience la jeunesse entreprenante au Mali. C'est-à-dire que depuis 2015, nous essayons d'accompagner des jeunes qui créent véritablement de la valeur localement. Et pendant toutes ces années-là, nous avons accumulé un certain nombre, nous avons capitalisé sur toute cette expérience que nous avons décidé d'utiliser au profit des jeunes entrepreneurs en fait, et des entrepreneurs de manière globale qui sont au-delà du Mali, qui sont de la diaspora, parce que nous avons remarqué que la manne financière, effectivement, que la diaspora malienne offre est une manne financière très, très importante. Donc, il faudrait en fait aider cette frange de la population qui a des droits, qui a des devoirs vis-à-vis du Mali également, de bénéficier effectivement d'un accompagnement par rapport à leur projet de manière locale. Donc, Donilab France est un démembrement de Donilab qui a été lancé en novembre 2021 en France et qui a pour objectif principal d'accompagner les entrepreneurs depuis la France afin de leur permettre en fait de bénéficier d'une meilleure insertion dans l'écosystème entrepreneurial malien. Donc, il est effectivement important pour nous aujourd'hui d'accompagner les entrepreneurs issus de la diaspora. Donc, c'est dans l'optique d'offrir aux entrepreneurs de la diaspora un accompagnement complet qui prend en compte toutes les configurations spécifiques de chaque localité concernée par les projets d'entreprise. Il s'agira également pour nous de permettre aux entrepreneurs d'avoir une vision plus claire de leur projet. C'est-à-dire que si vous êtes par exemple en France ou en Italie, il est compliqué pour vous souvent de connaître la configuration de l'écosystème local. Donc, notre boulot, notre travail à ce niveau-là, ce sera de vous introduire à l'écosystème local, de vous aider en fait à faire un diagnostic de votre idée, à savoir en fait est-ce que l'idée est facilement implémentable au niveau local et est-ce que l'idée peut être facilement réalisable en fait ici. Et au-delà de ça, nous vous offrons également les moyens de mise en œuvre en fait de ce projet-là à travers des études de marché, à travers également un accompagnement technique et administratif, un accompagnement comptable, un accompagnement au prototypage et tout autre type d'accompagnement en fait qui s'y est. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucune différence entre quelqu'un qui est accompagné ici, étant ici, et quelqu'un qui est accompagné ici, étant en France. C'est-à-dire que nous offrons clairement le même type de service aux entrepreneurs qui sont en France et qui sont au Mali. Donc, cette approche clairement nous permet aux entrepreneurs de bénéficier de l'expérience de Donilab dans l'accompagnement d'entrepreneurs locaux, mais aussi ceux de la diaspora en Afrique. Et plus particulièrement, actuellement, nous nous centrons en Afrique de l'Ouest. Donc, nos principales cibles sont les jeunes diplômés en Europe, des jeunes diplômés qui ont des projets entrepreneuriaux en Afrique, des jeunes Français de la deuxième génération, c'est-à-dire les jeunes Français d'origine africaine, les anciens employés qui sont retraités en France, qui souhaitent entreprendre au Mali. Ensuite, nous avons les Africains employés en France qui souhaitent investir et exécuter des projets localement, c'est-à-dire via des parents à travers Donilab s'érige en fait un peu comme une conciergerie ici et essaye d'accueillir tous ces projets-là et d'héberger ces projets afin d'aider à leur réalisation. Donc, il s'agit également d'accompagner également les groupes communautaires, c'est-à-dire des porteurs de projets de développement communautaire. Comme nous voyons en fait qu'il y a beaucoup de communautés maliennes en France. Il y a une très forte communauté malienne en France et souvent, ces communautés mettent en commun leurs efforts en fait pour initier des projets de développement communautaire. Donc, Donilab accompagne également ces projets de développement communautaire-là. D'accord, donc l'offre est scindée en deux parties principalement. Il y a d'abord un pré-accompagnement qui se fait en France, c'est-à-dire par le bureau de Donilab France, qui est localement installé en France. Ensuite, à travers un accompagnement physique ici au Mali. Donc, voici un tout petit peu de manière très ramassée ce que Donilab fait, comment est-ce que Donilab France agit aussi au profit des entrepreneurs de la diaspora. Donc, je vais permettre peut-être à Amidou de poser 2-3 questions s'il en a par rapport à Donilab France. Merci beaucoup, Abdoulaye. Je voudrais remercier surtout Donilab pour cette initiative qui est d'organiser des webinaires pour informer
quand on sait que l'information est très capitale lorsqu'on souhaite se lancer en entrepreneuriat, et surtout que l'information est parfois difficilement accessible. Donc, c'est une très bonne chose de permettre, surtout aux gens de la diaspora, d'accéder à l'information à travers l'organisation de ces webinaires-là. Je crois que la présentation était très claire. Concrètement, lorsqu'on a besoin de s'implanter au Mali, parfois les réalités sont différentes, surtout pour les gens de la diaspora. Je pense qu'il est important de s'appuyer sur des structures comme Donilab pour adapter son idée d'entreprise, son projet d'entreprise au contexte du Mali. Donc, j'ai trouvé que la présentation était suffisamment claire. D'accord. D'accord. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Hamidou. Je rappelle le thème du webinaire qui est le deuxième d'une longue série que nous espérons en fait organiser avec vous. Il s'agit le thème du webinaire, de ce deuxième webinaire, c'est démystifier l'entrepreneuriat au Mali. Donc, qui de mieux que Hamidou Dicko pour nous parler de l'entrepreneuriat au Mali? Hamidou Dicko, qui, je le rappelle, est responsable partenariat stratégique au Fonds de garantie du secteur privé et qui est auteur du livre Entrepreneuriat au Mali, ce qu'il faut savoir pour réussir. Donc, qui a été publié aux éditions La Sahélienne et qui est aujourd'hui un véritable best-seller en fait au niveau du Mali. Donc, bonjour Monsieur Dicko, et pour commencer, pouvez-vous un peu nous parler de votre livre? Merci encore une fois, M. Sow. Merci déjà des commentaires très positifs sur le livre et de votre feedback en tant qu'acteur en charge de l'accompagnement des entreprises. Je pense que vous avez aussi une perception assez transversale de l'écosystème entrepreneurial. Donc, recevoir des commentaires d'un connaisseur, d'un acteur majeur, ça fait très plaisir et c'est très encourageant. Merci. Donc, le livre, en fait, moi, je l'ai rédigé dans le but d'accompagner les porteurs de projets, les entrepreneurs qui sont déjà installés, les investisseurs, mais tout autre acteur du secteur privé. Parce que quand on regarde dans notre environnement, parfois l'information est relativement difficilement accessible, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure. Moi-même, j'ai été confronté à cela parce que j'ai une petite expérience à l'international. Quand je suis rentré, j'avais besoin de connaître l'environnement entrepreneurial en tant que responsable dans une structure qui opère dans le financement exclusivement des entreprises. Mais j'ai eu un peu de mal. Mais disons qu'avec le temps, j'ai pu avoir un certain nombre d'atouts. En tant que responsable, j'étais représentant de ma structure dans pas mal de commissions. J'ai accompagné pas mal d'entrepreneurs. J'ai mis un petit pied aussi dans l'entrepreneuriat. Et donc, avec ces atouts-là, je me suis dit que je pouvais écrire quelque chose qui pourrait profiter à d'autres, qui pourrait faciliter la recherche d'informations à d'autres. Et en même temps, qui pourrait aider les entreprises maliennes à mieux se structurer, parce qu'il faut le reconnaître, l'environnement est dominé par l'informel. Et l'informel, ça ne permet pas la prospérité de l'écosystème. C'est ce que j'appelle d'ailleurs l'entrepreneuriat précaire. Alors, il faut adopter les bonnes pratiques de l'entrepreneuriat. Il faut connaître son environnement pour assurer à son entreprise sa viabilité économique et son développement dans le temps. Donc, c'est dans ce sens-là que je l'ai écrit. C'est un livre qui est composé de deux parties. La première partie, c'est ce qu'il faut savoir sur l'écosystème entrepreneurial. Donc, de façon générale, les structures qui existent, les dispositifs, le code des investissements, la fiscalité des entreprises, l'environnement du conseil et accompagnement, l'environnement du marché de l'emploi, etc. Et donc, la seconde partie, c'est sur ce qu'il faut savoir chez les entreprises maliennes. Donc, comment les entreprises maliennes sont structurées, quels sont les aspects qui marchent bien chez ces entreprises-là, quels sont les aspects qui marchent moins bien et qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer cela, pour permettre à ces entreprises de facilement inspirer confiance, surtout auprès des financeurs, et donc de pouvoir développer leur entreprise. Donc, voilà globalement le livre. Et donc, pour ne pas s'attarder sur cela. Merci, monsieur. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Merci beaucoup pour toutes ces informations pleines de sens et réellement
pour l'initiative, en fait, parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, l'entrepreneuriat malien est très peu documenté. Nous avons très peu de références, en fait, surtout de travail de recherche et de travail scientifique et de données statistiques sur l'entrepreneuriat au Mali actuellement. Donc, merci de contribuer à la mobilisation de toute cette connaissance-là. Donc, j'invite quand même tout le monde, tous ceux qui nous écoutent, j'invite tout le monde à se procurer un exemplaire du livre, de le lire et de comprendre comment est-ce que l'écosystème entrepreneurial malien est configuré et clairement ce qu'il faut savoir pour réussir en entrepreneuriat au Mali. Donc, je pense que ce livre devrait être le livre de chevet de tous les entrepreneurs, de tous les aspirants entrepreneurs au Mali. Donc, aujourd'hui, globalement, Monsieur Diko, que pouvez-vous nous dire en fait sur l'environnement des affaires au Mali? Vous avez déjà fait une petite ébauche en parlant de l'entrepreneuriat précaire, comme vous l'appelez. Donc, globalement, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'environnement des affaires? Comment est configuré l'environnement des affaires au Mali? Alors, comment est configuré l'environnement des affaires au Mali? Je pense qu'on se pose souvent la question. C'est vrai qu'il faut tout de suite dire que l'environnement est dominé par l'informel. Mais de façon générale, on se pose la question de est-ce que le climat des affaires au Mali est favorable? Bon, je voudrais souligner le fait que le Mali connaît depuis une décennie, c'est vrai, une instabilité sécuritaire par endroits, une instabilité politique, une instabilité socio-économique. Cela est une réalité et cela impacte très fortement l'image du Mali, surtout la perception de l'international par rapport au climat des affaires au Mali. Mais de façon globale, je dirais que c'est un environnement relativement favorable, je relativise. Autrement dit, c'est un environnement favorable avec quelques contraintes. Pourquoi j'ai dit que c'est favorable? D'abord, grâce à la structure même de l'économie malienne, qui est caractérisée par la disponibilité de la terre, la disponibilité de certaines ressources naturelles, la disponibilité de la main-d'œuvre. Et je pense que ce sont des facteurs très importants dans un environnement économique. Et deuxièmement, en temps normal, le Mali est un pays qui a un accès préférentiel au marché de la sous-région, donc de l'UEMOA, la CEDEAO, un accès préférentiel au marché européen et même au marché américain. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'en opérant au Mali, on a la possibilité de s'exporter sur ces marchés-là. Donc, on peut compter non seulement sur la population malienne en tant que consommateur, mais aussi au-delà. Donc, on a un potentiel de consommateurs beaucoup plus important que la seule population malienne. Troisièmement, l'État a quand même fait quelques efforts en mettant en place quelques structures institutionnelles comme l'API Mali, l'Agence pour la promotion des investissements, comme le CEMAPI, qui est le Centre malien de promotion de la propriété industrielle, comme l'ANPE, l'APEJ, que vous connaissez peut-être, et le FAFPA, qui est le Fonds d'appui à la formation professionnelle, donc pour la mise à niveau de la ressource humaine au niveau des entreprises. Donc tout cela pour favoriser l'entrepreneuriat. Mais également, l'État a mis en place quelques dispositifs dans le même sens, comme le Code des investissements, qui est un outil phare dans le sens de la promotion de l'investissement privé, comme la mise en place d'une loi PPP, partenariat public-privé, pour encourager les investissements privés dans les domaines ordinairement publics. Et également, l'État a fortement contribué à la mise en place, il faut le reconnaître, de certaines banques qui contribuent aujourd'hui au financement de l'économie. Et l'État compte beaucoup également dans la mise en place du Fonds de garantie pour le secteur privé, qui aujourd'hui permet à beaucoup d'entreprises d'accéder au crédit bancaire. En temps normal, des entreprises qui auraient du mal à accéder au crédit parce qu'elles n'ont pas suffisamment de garantie. Donc, je pense que tous ces aspects-là font que, d'ailleurs, le Mali est classé 24e sur 57 pays africains, je crois, dans le classement Doing Business de la Banque mondiale. Donc, 24 sur 57, ce n'est pas un mauvais classement. Et d'ailleurs, le Mali a un score de 53 sur un indice de 100. Donc, ça veut dire qu'on est un peu au-dessus de la médiane
et ce qui démontre que le Mali n'est pas un mauvais pays en termes de climat des affaires. Donc voilà pour résumer le climat des affaires au Mali et ce qui est surtout important à savoir par rapport à cela. Maintenant, j'ai relativisé quand même. J'ai dit que c'est un environnement relativement favorable avec quelques contraintes. Les contraintes, c'est par exemple les faiblesses qu'on rencontre dans les démarches administratives au sein des services publics avec certaines pratiques parfois indécentes. C'est aussi l'insuffisance de certaines infrastructures de base, l'électricité, l'eau potable, les centres commerciaux, les zones industrielles qui sont rares, qui constituent donc des insuffisances dans l'environnement. Également, il faut souligner l'enclavement maritime du pays, le fait que le pays n'a pas accès à la mer. Parfois, ça complique les importations. Il faut attendre, il faut patienter, il faut savoir anticiper, etc. Il y a également le système financier qui, il faut le reconnaître, n'est pas très développé. Les sources de financement pour les entreprises sont relativement limitées. La principale source de financement, c'est le crédit bancaire, alors qu'il y a parfois quelques lacunes. Ça aussi, il faut le reconnaître par rapport au profil de certaines entreprises. Donc, ces éléments sont des réalités qui peuvent constituer des difficultés. Mais comme je l'ai dit dans le livre, encore une fois, l'entrepreneuriat rime avec difficulté partout. Et seulement chaque environnement, chaque pays a ses propres réalités. D'ailleurs, si vous remarquez, certaines difficultés constituent en même temps des opportunités. Par exemple, le fait que le pays est enclavé, cela constitue, je pense, une opportunité de développer des affaires dans le domaine du transport terrestre. Ça laisse beaucoup d'opportunités pour se lancer dans ce domaine. D'ailleurs, on remarque qu'il y a beaucoup d'entreprises maliennes qui sont dans le domaine du transport terrestre et qui prospèrent bien. Et par exemple, l'insuffisance dans certaines infrastructures, cela peut constituer aussi des opportunités pour proposer des services alternatifs. Par exemple, dans le domaine de l'électricité, on voit des entreprises qui émergent aujourd'hui, qui proposent des alternatives par rapport à l'insuffisance d'électricité, au délaissage notamment. Donc voilà, pour résumer, je dirais que cela dépend de l'angle sous lequel on analyse la chose, selon qu'on est un optimiste ou un pessimiste. Parce qu'on dit qu'un optimiste voit de l'opportunité dans toute difficulté. Par contre, un pessimiste voit de la difficulté dans toute opportunité. Donc, je pense que pour se lancer en entrepreneuriat, il est important d'être optimiste et d'être déterminé. Et je pense que cela compte beaucoup dans l'état d'esprit de l'entrepreneur, ce qu'on appelle le mindset. Voilà donc globalement ce que je pense de l'environnement, le climat des affaires au Mali. Monsieur Sow. D'accord, d'accord. Merci beaucoup pour ces éclaircissements-là. Je me souviens que vous avez parlé des dispositifs en fait, d'appui qui ont été mis en place, notamment avec des dispositifs comme le FAFPA, comme certaines banques. Mais est-ce que vous pensez réellement que ces dispositifs sont opérationnels au Mali actuellement et s'ils sont opérationnels, quel est leur pourcentage d'opérationnalité? Ces dispositifs sont opérationnels avec des lacunes. Fonctionnent, mais force est de reconnaître qu'il y a encore des insuffisances et ces dispositifs sont appelés à corriger dans l'écosystème entrepreneurial. On remarque que dans les entreprises, les chefs d'entreprise se plaignent beaucoup de la qualité des ressources humaines, par exemple. Et je pense que la raison d'être du FAFPA, c'est le chômage de la jeunesse est relativement élevé, alors que la raison d'être de l'APEJ, c'est d'améliorer le taux d'emploi de la jeunesse. Donc, il y a des banques également qui ont été créées, en fait, dont l'État est à l'origine de la création. Mais aujourd'hui, ces banques
sont de plus en plus prudentes dans le financement des entreprises. Bon, il faut reconnaître aussi que les banques opèrent dans un environnement assez réglementaire, une réglementation parfois qui n'est pas très adaptée. Donc, c'est des facteurs parfois exogènes qui viennent embêter, entre guillemets, ces dispositifs, ces structures dans leur fonctionnement normal. Donc, mais qu'à cela ne tienne, il revient à l'initiateur du dispositif, donc à l'État, de faire des efforts pour adapter le dispositif au contexte. Donc, je dirais que ce sont des dispositifs qui sont plus ou moins fonctionnels à 30, à 50, à 70%, mais qui comportent souvent des lacunes à corriger pour un environnement davantage favorable à l'entrepreneuriat. D'accord, d'accord. Donc, j'en déduis déjà que nous avons tous une responsabilité quant au bon fonctionnement de ces dispositifs-là. Donc, nous allons un peu passer par rapport à tout ce qui est véritablement entrepreneuriat territorial, entrepreneuriat sectoriel. Donc, pour vous, aujourd'hui, quels sont les secteurs porteurs, les secteurs les plus porteurs au Mali, que ce soit en zone urbaine ou en zone rurale? Je pense qu'on a l'habitude de dire qu'il y a beaucoup à faire au Mali. D'ailleurs, je crois que c'est beaucoup... Nos amis de la diaspora disent ça souvent, ils entendent aussi. C'est une réalité. Je dirais qu'il y a des opportunités dans pratiquement tous les domaines d'activité au Mali. Vous savez, parfois, pour entreprendre, pas forcément besoin de faire ce qui n'existe pas encore. On peut bien mieux faire ce qui existe déjà. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai dit dans le livre. Il y a beaucoup de domaines où on peut mieux faire. Par exemple, je dirais la mécanique, tout ce qui est mécanique, donc les garages auto, etc. La couture, la menuiserie, que ce soit bois ou aluminium. On peut se lancer dans ces domaines-là de façon industrielle. Parce qu'aujourd'hui, ces activités existent, mais de façon plus ou moins artisanale et de façon éparpillée. Donc, ça constitue une opportunité déjà, en milieu urbain, bien sûr, mais aussi en milieu de façon relative, en milieu rural. Il y a l'agriculture en milieu rural qu'on peut explorer, un domaine dans lequel on peut se lancer de façon mécanisée, parce qu'aujourd'hui, l'agriculture, quand on regarde, l'agriculture est pratiquée, mais avec parfois des moyens limités, alors qu'avec des moyens plus adaptés, on peut espérer un rendement meilleur. D'autant plus qu'il y a suffisamment de terres arables au Mali. Je l'ai dit à l'introduction, l'économie est caractérisée par la disponibilité de la terre. La terre, c'est une richesse qu'on exploite. Et cela fait que le Mali est un pays structurellement où l'agriculture prospère bien, d'autant plus que les conditions climatiques sont favorables à cela. Donc, je dirais aussi que la transformation agroalimentaire est un domaine porteur. La transformation, mais aussi la conservation des produits saisonniers, puisqu'il y a des produits agricoles qui sont saisonniers, qui sont produits en quantité, mais qui sont difficilement trouvables par saison, par faute de conservation, de moyens de conservation. On peut par exemple se lancer dans la conservation de produits saisonniers, des produits qui sont périssables et qui peuvent être difficilement trouvables en saison, voilà, par moment. D'accord. Je dirais aussi que, comme je l'ai dit, dans tous les domaines d'activité, il y a les services aussi. Les services, on peut se lancer dans les services avec une meilleure qualité de prestation. Une meilleure qualité de prestation, un meilleur service client, y compris le service après-vente. Parce que vous allez voir qu'il y a des prestations qui existent, des entreprises qui opèrent dans le domaine de la prestation de services, mais la qualité n'y est pas. Donc, on peut se lancer dans le même domaine, mais en améliorant. Voilà, donc globalement, il faut savoir aussi que l'API Mali, l'Agence pour la promotion des investissements, élabore des guides sur les secteurs porteurs. Ce sont des guides qui sont disponibles sur le site web de l'API Mali. Il y a également le ministère des Maliens de l'extérieur
qui, l'année dernière, c'est-à-dire en 2021, dans le cadre de l'action Coopération Sud-Sud, qui est un programme, a élaboré un guide sur les filières porteuses. Donc, c'est également un guide dont on peut se servir pour identifier les secteurs porteurs. D'accord, d'accord. Ça, vous nous renvoyez ainsi vers une autre information qu'il va falloir étudier et afin de maîtriser véritablement l'écosystème et les secteurs porteurs au Mali. Merci pour cette bibliographie-là. D'accord. Donc, aujourd'hui, au Mali, comment la difficulté que beaucoup ont relevée, c'est que certains jeunes ont des idées de projet. Nous avons des idées de projet, mais énormément de jeunes ont des problèmes en fait à transformer cette idée-là en entreprise, en projet d'entreprise viable. Donc, pour vous aujourd'hui, quelles sont les étapes en fait? Quel est ce parcours qui doit être employé, qui doit être emprunté par les jeunes entrepreneurs au Mali pour transformer leur idée d'entreprise en projet d'entreprise ou en entreprise qui soit fonctionnelle? Je crois que ça dépend de chaque idée, mais de façon transversale, je dirais qu'il y a 3 prérequis, au moins 3 prérequis pour faire d'une idée un projet d'entreprise. Parce qu'effectivement, toute idée ne peut pas être un projet d'entreprise. La première chose, c'est qu'il faut que l'idée soit orientée vers la réponse à un besoin ou la solution à un problème. D'accord. Ça, c'est important. L'entrepreneuriat, c'est pour proposer une offre de service ou de biens qui vient répondre à un besoin ou qui pourrait être une solution à un problème. Donc, deuxième aspect, je pense qu'il faut s'assurer qu'il y a un marché suffisant pour mener à bien cette activité-là. Parce que si vous ciblez un besoin de consommation qui est très rare, ou bien vous ciblez de proposer une solution qui, en réalité, va s'adresser à un nombre très limité de personnes, il n'est pas sûr que l'entreprise soit viable. Donc, il faut s'assurer qu'il y a un marché suffisant pour consommer le produit ou le service qui va être proposé. Ça, c'est le deuxième aspect, à mon avis, qui est très important. Donc, s'assurer qu'il y a un marché suffisant. Le troisième aspect, à mon avis, qui est très important également et qui est même essentiel, c'est de s'assurer de la rentabilité de l'idée et donc de la viabilité aussi de l'activité. La rentabilité, c'est important. Comme je l'ai dit, toute idée ne peut pas être transformée en projet d'entreprise parce qu'il y a des idées qui ne marcheraient que dans le social, par exemple. Alors, quand on oriente l'idée vers un projet d'entreprise, il faut que ce soit rentable. L'entreprise a vocation à être rentable. L'entreprise, on ne la met pas en place pour qu'elle engage des pertes par la suite. Une entreprise qui fait des pertes, ce n'est pas une entreprise. Donc, pour résumer, je pense qu'il y a 3 aspects sur lesquels il faut mettre l'accent pour transformer son idée en un projet d'entreprise. Il faut l'orienter sur la réponse à un besoin ou la solution à un problème. Il faut s'assurer qu'il y a un marché suffisant pour consommer le service ou le produit. Il faut s'assurer de la rentabilité et de la viabilité de l'activité. C'est parfait. C'est parfait. D'accord. Maintenant, quelles sont, selon vous, aujourd'hui, les étapes de création d'une entreprise? Parce que de manière scolaire, on nous dit que les étapes, c'est déjà l'idéation, la structuration, la présentation du projet, c'est-à-dire le pitch ou d'autres types de présentation. Ensuite, la formalisation. Et maintenant, pour terminer, la levée de fonds. Je recommence. Il s'agit de manière scolaire dans les écoles, dans les grandes écoles de commerce. On nous dit que les différentes étapes pour la création d'entreprise, en fait, pour l'émergence d'une idée d'entreprise, c'est l'idéation, ensuite la structuration,
la présentation, la formalisation et la levée de fonds. Pour vous, est-ce que ce parcours-là est adaptable au Mali? Ou bien est-ce qu'il y a des réalités locales qui font que ce parcours peut évoluer? Oui, bon, je crois que c'est un parcours qui est suffisamment étudié et est basé sur un certain recul. C'est un parcours assez complet. Mais si je devais résumer, moi, je dirais pour créer une entreprise, la première étape, ce n'est pas l'idéation. La première étape, c'est de construire sa personnalité. L'entrepreneuriat commence par la personnalité de l'entrepreneur, du futur entrepreneur. Il faut s'informer, il faut se cultiver, il faut développer sa personnalité. On parle de développement personnel. Ça, c'est la première étape. Et en s'informant aussi sur l'écosystème, on découvre les choses, les opportunités, comment l'écosystème est encadré, quels sont les dispositifs sur lesquels il faut s'appuyer, etc. Donc, on acquiert de la connaissance sur l'environnement, de la connaissance donc qu'on peut mettre à profit. Et en même temps, on construit sa propre personnalité pour affronter l'entrepreneuriat. Maintenant, pendant qu'on fait cela, je pense que l'idée vient donc la phase qu'on appelle l'idéation, mais qui ne commence pas pour moi par une idée, mais ça commence par l'identification. Bon, on peut qualifier d'idée, mais en fait, l'idée là, c'est l'identification d'un besoin ou encore l'indignation devant la qualité d'un service ou d'un produit qui existe. Voilà, vous identifiez un besoin de consommation ou bien vous identifiez un problème auquel vous apportez une solution ou vous pensez pouvoir apporter une solution. Ou bien vous identifiez une insuffisance sur un produit, sur un service. Ou bien vous identifiez que malgré l'existence d'entreprises dans tel domaine, je constate quand même qu'il y a suffisamment de demandes et il n'y a pas suffisamment d'offres. Donc, il y a de la marge sur le marché et je me lance. Donc, l'idée, c'est ça. Une fois qu'on a l'idée, eh bien, vient la phase de structuration de l'idée. Il faut structurer l'idée, s'intéresser aux tenants et aux aboutissants de l'idée et faire une simulation financière par rapport à la rentabilité de l'idée. Et je pense que pour cela, on recommande le business plan. Entre guillemets, j'ouvre une parenthèse parce qu'il y a un débat parfois, est-ce qu'il faut faire un business plan, il ne faut pas faire un business plan. Si vous voulez commencer une activité génératrice de revenus, vous pouvez aller sans business plan, tester à une petite échelle. Mais si vous voulez structurer un bon business, mettre en place une réelle entreprise, il faut structurer son idée. Et l'un des meilleurs moyens, sinon le meilleur moyen qui permet de structurer l'idée, c'est faire un business plan parce que cela vous amène à vous poser les questions qu'il faut pour éviter certaines erreurs, beaucoup d'erreurs. Donc, une fois que cela est fait, vient donc la phase de recherche de financement, levée de fonds et en fait réunir les moyens de façon globale, les moyens financiers, les moyens matériels, les moyens humains. Donc, on essaye d'identifier les personnes avec qui on peut démarrer. Ça peut être des associés, tout comme ça peut être les premiers salariés avec qui on peut négocier dans certains termes. On identifie également les matériels dont on va avoir besoin pour exercer, les outils d'exploitation. Et en même temps, on identifie les potentielles sources de financement qu'on peut mobiliser donc pour démarrer. Et une fois que cela est bon, je pense qu'on passe, on effectue les démarches administratives qui, en réalité, ne prennent pas beaucoup de temps au Mali. Et pour information, la création d'entreprises au Mali, c'est 72 heures. Donc, les démarches dans la pratique, c'est aussi les 72 heures. Oui, bon, dans la pratique, il peut y avoir des délais un peu plus longs, mais le délai est toujours raisonnable. D'accord. D'accord. Donc, merci beaucoup pour ces informations déjà sur le marché. Et on parlait tout de suite
de création d'entreprises au Mali. Vous parliez tout de suite de création d'entreprises au Mali et du délai. Maintenant, nous allons, je pense, nous intéresser un peu à tout ce qui est forme juridique des entreprises. Donc, aujourd'hui, quelles sont les formes juridiques en vigueur au Mali et qu'est-ce que, en fait, quelles sont les formes juridiques les plus adaptées à quel type d'entrepreneur? Alors, les formes juridiques, le Mali est membre de l'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Donc, les formes juridiques qui sont en vigueur au Mali, ce sont les formes juridiques du droit OHADA. Les formes juridiques les plus usuelles au Mali, c'est-à-dire les plus utilisées, c'est l'entreprise individuelle, c'est la SARL, donc la société à responsabilité limitée, la SA, la société anonyme, la SAS, société par action simplifiée, et la SCOPS. La SCOPS, c'est dans un domaine particulier, c'est les sociétés coopératives simplifiées. Donc, on retrouve généralement en milieu rural, dans le domaine agricole. Voilà, donc c'est... Alors, si vous me demandez quelle est la forme adaptée par rapport à chaque entrepreneur, ce n'est pas évident de répondre à la question directement, mais je dirais que, en fait, pour choisir la forme juridique de son entreprise, il y a un certain nombre d'aspects auxquels il faut s'intéresser. C'est beaucoup d'aspects. Donc, la forme adaptée par rapport à l'entrepreneur, ça dépend de ces aspects-là. Et ces aspects-là, c'est quoi? C'est les exigences administratives de chaque forme juridique. Quand vous prenez l'entreprise individuelle, par exemple, vous n'êtes pas obligé de faire des statuts. Les statuts sont élaborés chez un notaire. Alors que quand vous optez pour une société, il faut faire des statuts. Donc, il faut s'intéresser déjà à ça. Est-ce que si je prends une entreprise individuelle, ça fait mon affaire, ou bien je prends une société? Il faut s'intéresser également au capital minimum. Quand vous prenez une SARL, par exemple, la SARL, son capital minimum au Mali, c'est 5 000. Dans le droit OHADA, ce qui est recommandé, c'est 1 million. Mais au Mali, on a décidé d'aller à 5 000 pour faciliter la création d'entreprises sous forme de SARL. Alors que pour une SA, le capital minimum, c'est 10 millions. Donc, il faut s'intéresser déjà au capital minimum exigé par rapport à chaque forme juridique. Ça, c'est le deuxième aspect, après les exigences administratives. Le troisième aspect, c'est le mode d'organisation et de gouvernance. Pour chaque forme juridique, il y a un mode d'organisation et de gouvernance selon le droit OHADA. Donc, il faut s'intéresser à ça. Quand vous optez pour une entreprise sous forme de SARL, c'est géré par un gérant. Alors que quand vous optez pour une SA, c'est un directeur général, un administrateur, et parfois avec conseil d'administration. Donc, ce n'est pas la même organisation, ce n'est pas le même mode de fonctionnement, ce n'est pas la même gouvernance. Quand vous optez pour une SA, il faut nécessairement un commissaire aux comptes, alors que ce n'est pas systématique dans le cadre d'une SARL. Alors, quatrième aspect qu'il faut étudier, c'est le mode d'imposition. Parfois, le mode d'imposition peut être différent selon la forme juridique. Et le cinquième aspect, c'est la responsabilité des propriétaires de l'entreprise vis-à-vis des dettes de l'entreprise en cas de faillite. Donc, lorsque vous êtes dans une SARL, par exemple, les responsabilités sont limitées à l'apport dans le capital. Quand c'est une entreprise individuelle, le patrimoine du propriétaire est confus avec le patrimoine de l'entreprise. Donc, s'il y a un problème, on peut saisir facilement le patrimoine de l'entrepreneur. Donc, ça, c'est un élément important par rapport à sa situation personnelle et à ce qu'on souhaite pour faire le choix de sa forme juridique. Mais sur cette question-là, qui est quand même une question assez importante et qui est un élément déterminant dans la création d'entreprise, je voudrais plutôt recommander de ne pas hésiter à recourir à un conseil juridique.
Parce qu'il y a des conseillers juridiques qui accompagnent, qui étudient en fait ces aspects par rapport au nombre d'associés aussi, au nombre de personnes qui souhaitent créer l'entreprise, par rapport à leur situation, par rapport à ce qu'ils veulent, par rapport à l'organisation, etc. Et donc, ils peuvent conseiller la forme juridique la mieux adaptée. Et je crois que des structures comme Dunilab travaillent normalement avec des conseils juridiques sur cette question-là. Effectivement. D'accord, donc il est important parce que moi je pense qu'aujourd'hui, l'un des défis les plus importants auxquels les entrepreneurs font face, c'est le défi de la formalisation et de sa méthodologie et de son process. Nous avons beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui évoluent qui, quand on les voit, on a l'impression qu'ils sont dans le formel, mais quand on regarde de plus près, on se rend compte qu'il n'y a absolument rien de formel à leurs activités. Et il faudrait aujourd'hui, je pense que les entrepreneurs comprennent que cela est très, très dangereux et que le choix, non seulement la formalisation est importante, mais le choix du régime, de la forme juridique de l'entreprise est importante parce qu'elle va déterminer quel type de marché vous allez avoir, quel type de gouvernance l'entreprise va avoir, quel type d'imposition également l'entreprise peut avoir. Donc, il est très, très important, en mon sens, que les entrepreneurs comprennent ceci. Donc, merci pour les informations. Donc, aujourd'hui, nous avions tout à l'heure parlé des dispositifs d'accompagnement, des dispositifs d'appui mis en place par l'État. Là, nous allons plus parler des aides à la création d'entreprises au Mali. C'est-à-dire quels sont les mécanismes qui sont mis en place par l'État ou par des structures privées ou des partenaires au développement, c'est-à-dire des aides financières, des aides, les professionnels également qui accompagnent les entrepreneurs, c'est-à-dire les banques, les structures d'accompagnement et autres. Quelles sont en fait ces aides à la création d'entreprises au Mali? Alors, les aides à la création d'entreprises au Mali, il n'y en a pas forcément en pléthore. Je crois que concernant les dispositifs institutionnels, j'en ai cité. Ça, ce sont des dispositifs pour encourager l'entrepreneuriat sur le plan institutionnel. Maintenant, il y a des programmes spécifiques qui sont soutenus dans la plupart des cas par des bailleurs. Actuellement, je crois qu'il y a par exemple Construire le Mali pour la diaspora, oui, dont Dunilab fait partie du club d'incubateurs qui accompagne les candidats. Oui. Donc, c'est un dispositif d'aide, par exemple. Et en général, ces dispositifs-là combinent l'accompagnement et le financement. Donc, c'est un bon tremplin pour se lancer en entrepreneuriat. Comme autre dispositif qui est fonctionnel actuellement, il y a le FACEJ. Le FACEJ, c'est le Fonds d'appui à la création d'entreprises par les jeunes, pour les jeunes de 18 jusqu'à 35 ans, je crois. Donc, c'est également un dispositif à la fois qui accompagne, qui finance et qui facilite l'accès aux besoins, aux crédits complémentaires auprès des banques. Donc, c'est également un dispositif très important qui accompagne beaucoup de jeunes, et qui a accompagné plus de 1000 jeunes en l'espace de 2 ans. Donc, il y a également le programme entrepreneuriat de la Fondation Tony Rimelu, je pense qu'il est bien connu aussi. C'est également un dispositif qui accompagne et qui accorde une enveloppe de financement. Et dans le domaine agricole, il y a un dispositif qui s'appelle Inclusif. Mais ça, c'est exclusivement pour accompagner les entreprises qui opèrent dans les chaînes de valeur agricole. Donc voilà, ce sont des dispositifs comme cela qui existent, qui permettent de lancer les nouveaux entrepreneurs et même les entreprises qui existent déjà aussi. Et comme dispositif que l'État a mis en place, on peut quand même citer aussi le fonds de garantie, parce que le fonds de garantie, ils connaissent bien le rôle que joue BPI France dans l'accompagnement des entreprises en France. Et le fonds de garantie, c'est un peu à l'image de BPI France. C'est un outil qui a vocation à faciliter l'accès des entreprises au financement. Parce que lorsqu'on cherche le financement bancaire, bien même si on a un bon projet, une bonne entreprise, même si on a la capacité de rembourser, il faut apporter une garantie. Mais les entreprises n'ont pas forcément cette garantie ou n'ont pas forcément suffisamment de garanties à fournir aux banques.
Donc, le fonds de garantie vient faciliter leur accès au financement et cela favorise considérablement le développement des entreprises. Donc, voilà donc quelques dispositifs, à mon avis, qui contribuent quand même à l'essor de l'entrepreneuriat au Mali. C'est parfait. À ces dispositifs-là, moi, je me permettrais peut-être d'ajouter le FIER. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le FIER. Il y a aussi le PROCEJ également, qui sont des dispositifs étatiques qui accompagnent des jeunes entrepreneurs. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire sur ces deux dispositifs-là qui sont importants aussi. Oui, alors oui, exactement. Il y a le PROCEJ. Le PROCEJ a pris fin récemment. C'est la raison pour laquelle je ne l'ai pas cité. Mais par contre, il y a le FIER qui est d'actualité et le FIER qui travaille d'ailleurs sur sa deuxième phase. Le FIER, c'est un dispositif qui a inspiré beaucoup d'autres dispositifs par la suite. C'est un dispositif d'ailleurs qui est derrière la plateforme Babylone. Tous ceux qui sont en France aussi connaissent un peu Babylone, qui permet de mobiliser des fonds pour financer les micro-projets dans le domaine agricole en milieu rural. Donc, tout à fait, il y a le FIER également qui contribue au financement de ceux qui souhaitent se lancer. D'accord, d'accord. Donc, merci beaucoup pour ces informations-là. Nous n'allons pas peut-être rentrer dans les détails de comment faire pour bénéficier de ces programmes ou de ces dispositifs. Nous allons plutôt parler maintenant de l'entrepreneur en soi, en fait, et des outils d'aide à la prise d'initiative à l'entrepreneuriat. Donc, aujourd'hui, comme on le disait, il y a un débat autour du business plan. Faut-il le faire, faut-il ne pas le faire? Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de ce débat-là? Quelle est votre position par rapport à ça? Bon, moi, mon position est claire. Le business plan, c'est un outil stratégique. C'est un outil qui permet de structurer son idée, qui permet d'avoir une vision. Je l'ai dit tantôt, lorsqu'on souhaite démarrer dans une activité génératrice de revenus à très petite échelle, on n'a pas forcément besoin d'avoir un business plan totalement élaboré d'une certaine qualité. On peut soi-même structurer son idée à la maison, se dire, voilà, je fais comme ça. Et ça peut marcher. Mais lorsqu'on souhaite aller vers une réelle entreprise, une réelle activité entrepreneuriale, il faut structurer son idée, il faut avoir une vision. Et le business plan, c'est un exercice qui permet d'avoir ce résultat-là, de ne pas s'éparpiller, de savoir ce qu'on veut, de savoir les moyens qu'il faut pour réaliser ce qu'on veut et d'éviter beaucoup d'erreurs. Donc moi, je pense que c'est très clair. Moi, je recommande fortement le business plan pour démarrer une activité entrepreneuriale. Mais ce n'est pas forcément nécessaire pour démarrer à très petite échelle. Mais le business plan, c'est important à tout coup. C'est même indispensable lorsque vous souhaitez faire appel à un partenaire comme une banque, par exemple, pour financer le projet. Dans ce cas-là, c'est indispensable. D'accord. Donc, merci beaucoup pour l'information. Nous en retenons qu'il est important de faire un business plan pour structurer son idée, mais pour commencer, en tout cas à petite échelle, ce n'est pas un impératif. Il peut toujours venir après. Donc aujourd'hui, comment concevoir en fait un business plan adapté à ces besoins? Quels sont les steps? Eh bien, je crois qu'on peut faire toute une conférence sur le business plan. Mais pour donner des astuces, je crois que pour les novices, je dirais qu'on peut faire un bon business plan en 2 étapes. La première étape, c'est d'utiliser le business model Canvas, qui est un outil formidable que beaucoup de gens utilisent. C'est un outil qui permet d'étudier son modèle d'affaires. Donc, à mon avis, c'est un bon tremplin pour faire un bon business plan. Donc, le porteur de projet lui-même peut prendre le canevas du business model Canvas. Il s'exerce, il essaie d'étudier, de remplir les cases, de se poser les bonnes questions et de réfléchir pour remplir ce business model Canvas-là. Donc ça, c'est un exercice que les novices même peuvent faire.
Et une fois qu'on a fait ça, on peut s'appuyer sur une structure professionnelle ou un expert. Par exemple, lorsqu'on souhaite entreprendre au Mali sur Donilab ou encore d'autres incubateurs, d'autres structures qui sont spécialisées en préparation de business plan. Donc, cela permet d'intégrer les réalités du Mali, de faire une bonne étude de marché, parce que l'étude de marché, c'est le cœur même du business plan. Et sans une bonne étude de marché, tout le reste, il risque de passer à côté. Même les projections financières, les estimations, l'estimation de la rentabilité, de la viabilité de l'entreprise, etc. Donc, en 2 étapes, s'exercer sur le business model Canvas, qui est disponible un peu partout. Il y a des livres sur le business model Canvas. J'en parle un peu dans mon livre aussi. C'est disponible sur Internet. Et deuxième étape, s'appuyer sur une structure professionnelle qui puisse accompagner pour faire un bon business plan en fonction du domaine d'activité dans lequel on souhaite se lancer. D'accord, merci beaucoup pour cette information-là. Aujourd'hui, je pense que même dans l'accompagnement d'entrepreneurs, le business model Canvas dont vous parlez, en fait, qui est un super outil d'aide à la structuration, est considéré en fait comme un passage obligatoire en fait dans l'accompagnement, parce qu'avant d'accompagner un entrepreneur, il y a déjà un diagnostic qui est fait. On aide chaque entrepreneur à avoir son business model Canvas parce que ça permet à l'entrepreneur de prendre du recul et de voir en fait la cartographie de son entreprise. Donc, c'est un super outil qui permet non seulement de faire le business, de faire une base en fait pour le business plan, mais aussi pour faire certaines projections, certaines ressources qui sont nécessaires en fait à la création d'entreprises. Donc, c'est un super outil aussi que je recommande à tout un chacun. Donc, au-delà de ça, aujourd'hui, quels sont les différents types de financement qui peuvent exister au Mali? Les différents types de financement, j'imagine les sources de financement externes. Je le disais tantôt, le Mali souffre d'un système financier qui n'est pas très développé. Donc, les fonds d'investissement, les plateformes de crowdfunding, des choses comme ça ne sont pas forcément développées. La principale source de financement externe qui existe, c'est le crédit, soit auprès des institutions de microfinance, soit auprès des banques. Mais le crédit également, c'est à des conditions un peu dures au Mali, surtout pour une entreprise qui souhaite démarrer. Donc, ce que je donnerais comme piste pour financer son activité, le démarrage de son activité, c'est d'abord, en plus de ses propres moyens, le love money, c'est-à-dire recourir à ses proches pour mobiliser de l'argent et donc augmenter sa capacité pour démarrer ses activités. Mais au-delà du love money, il y a un aspect important. C'est-à-dire que lorsqu'on souhaite entreprendre, il ne faut pas hésiter à chercher des potentiels associés qui peuvent venir avec leurs fonds également. Parfois, on pense qu'il faut aller seul, mais en fait, en cherchant des associés, on peut augmenter ses chances de réussir le projet entrepreneurial. Parce que ces associés-là viennent également avec leurs fonds. Donc, c'est un moyen aussi de financer le projet. On peut rester, bien sûr, majoritaire dans la constitution de son entreprise tout en utilisant cette astuce-là pour augmenter ses moyens. Donc, au-delà de ça, il y a le crédit fournisseur. Lorsqu'on souhaite entreprendre, une fois qu'on a identifié ses besoins en termes de consommation, on peut identifier des fournisseurs avec lesquels on négocie des délais de paiement. Donc, ce qui constitue aussi une source de financement non négligeable et qui peut être très accessible par rapport à d'autres sources de financement. Et au-delà de ça, il y a les programmes qu'on vient de citer. Par exemple, le FACEJ, c'est un très bon tremplin pour mobiliser des fonds auprès de quelques banques de la place qui sont partenaires du FACEJ. Le fonds de garantie, d'ailleurs, accompagne le FACEJ. Et lorsque vous passez par le FACEJ, ça permet de ne pas être soumis à cette exigence de garantie. Et ça permet également de bénéficier d'un taux d'intérêt très favorable, parce que le taux d'intérêt est fixé à 8% dans le cadre du FACEJ, alors que
de façon classique. Non seulement il est exigé un certain niveau de garantie, mais également le taux d'intérêt peut même aller à 2 chiffres en fonction des banques et des institutions de microfinance. Donc, on peut s'appuyer sur des dispositifs comme le FACEJ ou encore comme le programme Construire le Mali, peut-être qu'il y a des partenaires institutions financières pour accéder au crédit bancaire comme financement complémentaire pour démarrer ces activités. Et en dernier recours, on peut donc, si on réunit les conditions, on peut recourir au crédit bancaire. Mais au démarrage, le crédit bancaire, ce n'est pas évident. Et parfois, ce n'est même pas conseillé parce que ça peut constituer une certaine pression, étant donné qu'il faut respecter le tableau d'amortissement, l'échéancier du crédit, il faut payer des intérêts, etc. Donc, je pense que les formes de financement à privilégier, c'est vraiment le love money, s'associer avec d'autres personnes éventuellement qui peuvent apporter des fonds, négocier le crédit fournisseur avec ses fournisseurs, identifier et s'appuyer sur des programmes comme le FACEJ. D'accord, d'accord. Merci. Toujours dans la même lancée, nous remarquons que beaucoup d'entrepreneurs, aujourd'hui, quand on leur dit c'est quoi votre principal problème, la réponse est le financement. On n'a pas de financement. Il n'y a pas de financement. Les banques ne financent pas. On n'a pas d'argent pour travailler. Aujourd'hui, vous pensez que cette inaccessibilité de fonds-là, quelles en sont les causes? L'inaccessibilité des fonds, c'est deux choses. C'est d'abord le fait que la culture du financement est très limitée chez beaucoup. Ils ne font pas la part des choses. Par exemple, quand ils viennent chez les banques, ils sollicitent un financement bancaire, ils ne réunissent pas les conditions, mais ce qu'ils voient, c'est que la banque refuse de financer. Et beaucoup ne savent pas non plus que le financement bancaire n'est peut-être pas adapté à leur business. Devrait plutôt s'orienter vers un fonds d'amorçage. Malheureusement, ça n'existe pas dans notre environnement. Donc, la première chose, c'est le niveau même de culture en termes de financement chez les entrepreneurs ou les aspirants entrepreneurs. La deuxième chose, c'est qu'il faut reconnaître que les sources de financement sont limitées. Il y a des entreprises qui auraient pu bénéficier de fonds d'amorçage, qui auraient pu bénéficier de crowdfunding, mais malheureusement, ça n'existe pas dans notre environnement. Donc, ces entreprises-là, leurs sources de financement adaptées n'existent pas. Et donc, se rabattent sur le financement bancaire. Donc, c'est normal qu'elles ne bénéficient pas. Même en Europe, ce n'est pas évident qu'une banque finance une activité au démarrage. Les entreprises au démarrage s'appuient sur d'autres outils. Il y a le prêt d'honneur, il y a des fonds d'amorçage, il y a beaucoup de plateformes, etc. Donc, ce sont des outils qui permettent aux entreprises de se faire financer au démarrage, qui n'existent pas au Mali. Mais de façon un peu plus poussée, je dirais aussi que l'asymétrie d'information constitue un réel blocage en termes de confiance entre les banques et les entreprises au Mali. Parce que les entreprises qui existent déjà, beaucoup sont dans l'informel et ont du mal à produire des informations, des documents fiables qui puissent inspirer la confiance des entreprises. Donc, quand vous entendez les entrepreneurs dire qu'on est en activité, on fonctionne bien, mais les banques ne veulent pas nous financer, parfois c'est parce que les conditions qui permettent à la banque ou à l'institution de financement de placer sa confiance à l'entreprise ne sont pas réunies, tout simplement. Alors, le crédit, même étymologiquement, le crédit veut dire confiance. Donc, il faut d'abord que l'entreprise réunisse ces conditions-là, qu'elle tienne une comptabilité, qu'elle ait des contrats avec ses partenaires, qu'elle soit créée en tant qu'entreprise au niveau justement de l'Agence pour la promotion des investissements, etc., etc. Mais ces conditions ne sont parfois pas réunies. Donc, ça constitue un réel blocage, une réelle méfiance auprès des banques. À titre d'exemple, quand vous regardez dans les banques, le taux d'impayé, ça
tourne entre 10 et 15%. Vous savez, un taux d'impayé à 10-15%, c'est trop élevé parce que c'est de la perte pour les banques. Donc, à partir du moment où il y a beaucoup de cas comme ça, les banques commencent à avoir une certaine méfiance. Donc, c'est ce qui explique aussi la difficulté de financement dans l'environnement. Maintenant, il y a également un facteur exogène. Le facteur exogène, c'est la réglementation, en quelque sorte, qui est imposée à notre environnement. Pour ceux qui sont dans la finance, ils connaissent un peu la réglementation bâloise. C'est une réglementation appliquée au secteur financier européen, mais le secteur financier européen qui a beaucoup de maturité par rapport au secteur financier de notre zone. Et l'environnement économique européen a été suffisamment financé pendant qu'il n'y avait pas certaines contraintes. Mais aujourd'hui, on applique les mêmes contraintes au système financier de notre zone, donc en l'occurrence au Mali aussi. Ça limite considérablement la marge de manœuvre des banques pour prendre certains risques. Même si elles veulent, même si elles voulaient, elles ne pourraient pas prendre certains risques de façon démesurée parce qu'il y a les autorités de contrôle qui sont derrière pour dire non, on n'est pas d'accord que tu prennes ces genres de risques avec des fonds qui, assez souvent, ne t'appartiennent pas. D'accord, d'accord. Donc, merci beaucoup pour ces informations sur les causes et de l'inaccessibilité des fonds. D'ailleurs, vous avez parlé de l'asymétrie d'information. Je pense que j'ai déjà lu un petit essai concernant l'asymétrie d'information que vous avez produit. Donc, j'invite un peu tous ceux qui nous écoutent à aller lire. Vous pouvez nous dire où est-ce qu'on peut trouver cet essai-là qui est très intéressant. À Bamako, c'est disponible dans beaucoup de librairies Grand Hôtel, Larousse, l'Harmattan, etc. Je pourrais vous envoyer le flyer avec la liste des librairies que vous pourrez partager. Il n'y a pas de souci, vous pouvez nous partager ça, comme ça nous... Voilà. En France, je peux donner un numéro auprès duquel on peut se le procurer. C'est le 6 40 42 31 53. D'accord. Donc, dans cet essai-là, M. Diko nous parle du problème de l'information d'entreprise, en fait, des informations qu'il faut que l'asymétrie d'information, c'est-à-dire les informations que l'entreprise doit mobiliser afin de pouvoir prétendre être une vraie entreprise. C'est ça? Exact. Voilà. Il faut une certaine transparence dans la production d'informations et dans la production de documents pour permettre aux banques ou à toute institution de financement d'apprécier la qualité de l'entreprise, la qualité de la gouvernance, de la gestion de l'entreprise et la capacité de remboursement de l'entreprise. Et cette appréciation ne peut pas se faire de façon verbale. Elle ne peut que se faire sur la base d'éléments fiables. D'accord, donc merci beaucoup. Ça, c'était la petite partie pub. Je rappelle aux participants qu'ils peuvent poser des questions dans la partie questions et réponses. Donc, nous allons arriver à ça dans 5 minutes. Vous pouvez commencer déjà à poser vos questions à M. Diko, comme ça nous les lirons et il pourra y répondre en 10 à 15 minutes. Donc, je vous invite à poser les questions que vous souhaitez, auxquelles vous souhaitez qu'il apporte des réponses. Donc, aujourd'hui, M. Diko, quels sont les facteurs déterminants dans un tout autre registre, hein, quels sont les facteurs déterminants pour la réussite d'une entreprise au Mali? Les facteurs déterminants pour la réussite d'une entreprise au Mali, je dirais que d'abord l'entrepreneur. L'entrepreneur, il faut qu'il soit passionné par la création de valeur. Parce que vous savez, la réussite d'une entreprise, cela dépend surtout de l'entrepreneur et de son équipe. Donc, il faut que l'entrepreneur déjà soit passionné par la création de valeur et de bien-être plus que par l'argent. Ça, c'est très important. Il faut avoir une vision et être optimiste. Une vision, c'est important.
pour mener à bien l'entreprise, pour mener loin l'entreprise, pour éviter que l'entreprise ne se ferme pas au bout de quelques années d'exercice. Vous savez, la vision, je dirais que l'absence de vision dans une entreprise, c'est comme un véhicule qui roule la nuit sans phare. Donc, difficile de rouler vite et d'aller loin. Il faut véritablement avoir une vision. Et l'optimisme, c'est ce qui permet, et la détermination, c'est ce qui permet d'aller vers cette vision. En général, quand on se donne une vision, on ne sait pas forcément comment on va faire pour atteindre, pour réaliser cette vision. Mais c'est parce qu'on veut, et donc on étudie les moyens, et on se donne les moyens, et on se dit que c'est possible. C'est ça qui permet de réaliser la vision. Et il faut également que l'entrepreneur s'entoure, donc justement, de bonnes personnes. C'est important. L'entreprise marche avec le personnel de l'entreprise. Et il faut également inspirer confiance auprès des partenaires de l'entreprise. C'est important. Il faut que tout de suite, lorsqu'on parle du chef d'entreprise, là où on ne soupçonne même pas la présence d'un partenaire, le partenaire puisse dire « Ah, c'est vraiment quelqu'un qui inspire confiance ». Voilà. Et il faut également savoir intéresser le personnel. Maintenant, au-delà de l'entrepreneur, qui est un élément important dans la réussite de l'entreprise, il faut également intégrer dans la gestion de l'entreprise les réalités du terrain. Par exemple, je connais par exemple une entreprise au départ qui s'est lancée dans la production de jus de fruits. Bon. Au départ, c'était une gamme de jus de fruits qui ciblait une certaine catégorie de consommateurs au Mali. Mais malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Donc, ce qui a fait que le chiffre d'affaires de l'entreprise était très limité. Il y avait très peu de personnes qui achetaient le jus. Et l'entreprise, au bout d'un certain temps, a été obligée de diluer la qualité de son jus pour s'adresser à un public beaucoup plus grand, pour tenir compte du pouvoir d'achat du Malien lambda. Donc, c'est très important d'intégrer des éléments comme ça, et c'est des éléments qu'on peut éviter lorsqu'on fait une bonne étude de marché dès le départ. Voilà donc quelques éléments, je pense, qui sont essentiels pour réussir. Mais en fait, pour réussir dans une entreprise, vous savez, c'est assez transversal. Peu importe là où on se trouve, il faut une vision, il faut de l'anticipation, c'est-à-dire que si, par exemple, on est dans la production industrielle, il ne faut pas attendre qu'une machine tombe en panne pour chercher la pièce de rechange. Si vous savez qu'il faut être proactif, il faut anticiper le besoin. Et il faut s'inscrire dans une gestion transparente. Parce que même si j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui viennent me voir, par exemple, il y a des gens qui ont fait beaucoup d'argent dans le commerce et par la suite qui ont décidé de se lancer en entrepreneuriat plus structuré, dans la production industrielle, etc. Au départ, c'est des gens qui avaient une économie assez conséquente et qui ne pensaient même pas à recourir à une banque un jour. Donc, c'est des gens, tout ce temps-là, qui ont décidé de faire leur management comme ils l'entendaient, sans pour autant anticiper un éventuel recours dans le futur à un financement externe. Et aujourd'hui, lorsque ces gens-là se retrouvent en besoin de recourir à une banque, c'est très difficile parce qu'il n'y a pas d'historique probant qui permettent d'apprécier le fonctionnement de l'entreprise depuis le début jusqu'au moment où le besoin s'est posé. Donc, il faut véritablement anticiper les besoins de l'entreprise. D'accord. Donc, merci beaucoup pour ces réponses un peu plus claires. Donc, nous retenons que l'un des aspects les plus importants l'un des aspects les plus importants dans la réussite, pour la réussite d'une entreprise, c'est le facteur humain. Donc, c'est d'abord l'entrepreneur, ensuite les ressources humaines qui sont autour. Donc, pour vous, c'est l'homme qui est au centre de tout ça et nous ne pouvons que confirmer cela. Donc, aujourd'hui, comme ce webinaire s'inscrit dans le cadre de Donner la France,
aujourd'hui, entreprendre au Mali depuis l'étranger, quels sont les défis, quels sont les challenges à relever? Entreprendre au Mali depuis l'étranger. En entrepreneuriat, le principal défi quand on n'est pas sur place, c'est la connaissance de l'environnement, c'est l'accès à l'information. Et d'ailleurs, dans le livre, là, je définis l'entrepreneur vers la fin comme une personne avertie et informée qui sait exploiter ces avantages-là pour répondre à un besoin de consommation et gagner sa vie en toute responsabilité. Donc, au cœur de cette définition, j'ai voulu mettre l'information et le fait d'être averti. Ce sont des avantages dont on peut tirer profit. Et moi, je dirais, le défi, c'est avoir les informations basiques sur l'entrepreneuriat, sur l'écosystème. Donc, ces informations basiques-là, les avoir déjà. C'est ce que j'ai essayé de mettre dans le document. Une fois qu'on a ces informations, il faut trouver maintenant des structures locales qui ont une certaine connaissance du terrain pour amorcer la phase de préparation de son retour, de son lancement au Mali. Il faut privilégier le fait de s'appuyer sur une structure. Et si on peut même s'associer avec une personne de confiance qui a l'avantage de maîtriser l'écosystème, qui a l'avantage de connaître l'environnement, ce serait une très bonne chose. Donc, ça peut être un très bon compromis de trouver un associé basé au Mali, par exemple, mais tout en n'occultant pas le recours à une structure pour aider. Parce que l'avantage des structures, c'est quoi? C'est que les structures accompagnent beaucoup d'entreprises, accompagnent beaucoup de projets. Et à travers ces accompagnements, elles ont un certain recul sur pas mal de choses. Donc, lorsque vous faites recours à une structure, la structure vous met à profit toute cette connaissance-là, tout ce recul qu'elle a sur l'accompagnement de beaucoup d'autres projets avant votre projet. D'accord, donc merci beaucoup pour ces informations. Donc, nous allons poser une dernière question avant de passer aux questions de notre auditoire. Il y a une étude dont beaucoup de personnes parlent aujourd'hui qui indique que la durée de vie moyenne des PME au Mali est de 3 à 5 ans. Déjà, est-ce que vous êtes d'accord avec cette étude-là? Et au-delà de ça, qu'est-ce qui explique cette courte espérance de vie? Oui, c'est bien dommage. Hein? C'est bien dommage. Je dirais c'est dû je pense à deux choses. À deux choses principalement. La première chose, c'est le manque de vision, le mimétisme. C'est-à-dire, je vois que certaines personnes se sont lancées dans tel domaine, ça marche, j'ai l'impression que ça marche, je n'ai même pas la certitude, et moi aussi, je me lance là-dedans. Je n'ai pas de vision pour ça, et comme je vous ai dit, quand on n'a pas de vision, on ne peut pas aller loin. La deuxième chose, c'est principalement, c'est l'indiscipline financière. L'indiscipline financière, ça veut dire qu'on est trop pressé pour se servir des premiers retours sur investissement de l'entreprise. En gros, on est trop pressé pour se servir au détriment de l'entreprise. Alors que quand on est dans l'entrepreneuriat et qu'on veut la pérennité de son entreprise, il faut plus servir l'entreprise avec son argent que se servir. Donc, je pense que c'est principalement dû à ces deux choses-là. Le manque de vision, le mimétisme et l'indiscipline financière. D'accord, donc nous retenons que clairement c'est l'indiscipline financière et le manque. C'est vrai que nous avons beaucoup d'entrepreneurs qui n'arrivent pas à faire la différence en fait entre ce qui leur appartient et ce qui appartient à l'entreprise, qui n'arrivent pas à faire la différence entre leur poche et la poche de l'entreprise, qui donnent de l'argent à l'entreprise à tout va et qui prennent l'argent de l'entreprise à tout va. Donc, il faudrait que les entrepreneurs comprennent qu'il y a une différence entre l'entreprise, c'est une personne morale. Vous êtes une personne physique. Et l'entreprise, c'est une personne morale, elle a des biens, elle a des services.
Donc, elle est différente de vous, sauf si c'est peut-être une entreprise individuelle où vos biens sont confondus. Donc, c'est ce que nous retenons de votre réponse à cette dernière question-là. Donc, nous allons passer... oui, allez-y, allez-y. Et sur l'indiscipline financière, en fait, il faut retenir qu'il faut plus investir que dépenser. Vous savez, dépenser, c'est différent d'investir en entreprise. Et donc, c'est vraiment capital, la discipline financière dans la gestion d'une entreprise pour aller loin. Il y a beaucoup de cas au Mali, ici, qui s'expliquent, beaucoup de fermetures d'entreprises, beaucoup de casses, avec parfois des encours auprès des banques qui sont en impayés, qui sont dus à l'indiscipline financière. D'accord, d'accord. Donc, merci beaucoup pour ces réponses un peu plus claires. Donc, nous allons sans plus tarder passer aux questions de notre auditoire. Pendant que nous parlions, je pense qu'on a parlé un peu de coopération sud-sud. Vous avez parlé d'un guide de coopération sud-sud. Il y a quelqu'un qui nous demande, il y a Mamadou qui nous demande, est-ce que ce guide est-il disponible sur le site du ministère de l'Économie et des Finances ou du ministère des Maliens de l'extérieur? Je ne sais pas si c'est disponible, mais ça devrait. Ce serait très logique que ce soit disponible sur leur site web. Donc, vous pouvez chercher, mais moi, je vais peut-être l'envoyer aussi. Je dois l'avoir, je vais l'envoyer à Donilab. Peut-être que Donilab a aussi, et Donilab pourrait partager. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc, voilà une question qui est très bien répondue. Mamadou nous dit toujours, est-ce qu'il existe dans le droit malien la possibilité de créer une holding? Oui, il est possible de créer une holding. Quelles sont les conditions? Les conditions dans les détails, peut-être que ça va être... je ne vais pas être exhaustif, mais il n'y a pas de conditions. Dès lors que vous avez des filiales, vous pouvez créer une holding. Même si c'est une seule filiale, hein, je pense que vous pouvez créer une holding, sachant que la holding, elle n'exploite pas. Elle a pour vocation plus de contrôler ses filiales. D'ailleurs, c'est recommandé, mais on voit que beaucoup d'entrepreneurs maliens ont des groupes de fait, c'est-à-dire qu'eux-mêmes sont actionnaires dans beaucoup de sociétés. Ils ont beaucoup de sociétés qu'ils détiennent, mais qui ne sont pas constituées en groupe. Donc, ils détiennent directement les sociétés. Ils sont directement dans l'actionnariat des sociétés sans pour autant passer par une holding. Donc, la constitution de holding, en tout cas, est possible au Mali à partir du moment où il y a une filiale. D'accord. Donc, nous avons un autre intervenant qui nous demande si vous pouvez nous donner plus de précisions sur le dispositif inclusif pour la chaîne de valeur agricole. Bon, si l'État nous les permet, le dispositif inclusif, en fait, c'est un programme qui est financé par le FIDA, le Danemark et je crois le Canada. C'est un programme qui comporte un volet accompagnement, donc pour la structuration des business plans pour les entreprises qui opèrent dans les chaînes de valeur agricole, donc soit des coopératives, par exemple, qui sont dans la production agricole, des commerçants qui sont dans l'achat de leur production pour vendre, et également des industriels qui sont dans l'achat pour la transformation, donc les chaînes de valeur agricole. Donc, un volet subvention que le projet, après étude du dossier du projet, peut donner, et en même temps un volet accompagnement pour accéder au financement bancaire. Par exemple, lorsque votre projet fait 20 millions et que la subvention s'arrête à 10 millions, le projet peut vous accompagner pour vous faciliter l'accès au financement bancaire pour les 10 millions complémentaires. Donc voilà un peu pour caricaturer. Mais en fait, sur ces dispositifs-là, pour s'informer davantage, il y a des informations qui doivent être disponibles sur Internet, même sur ces dispositifs.
D'accord, d'accord. Donc, merci beaucoup pour la réponse. Il y a Traoré Bouyagui qui nous demande qu'est-ce que vous pensez de l'entrepreneuriat dans le secteur de l'informatique? Est-ce que c'est un secteur porteur au Mali et quels sont les risques potentiels? Peut-être en une minute, très rapidement. Dans l'informatique particulièrement, c'est un secteur porteur. Tout fonctionne aujourd'hui avec l'informatique. Toutes les entreprises, en tout cas beaucoup, surtout les entreprises qui sont à un certain niveau, utilisent des outils informatiques. C'est indispensable aujourd'hui. Donc, il y a pas mal d'ailleurs d'entreprises de services informatiques qui opèrent, qui font des prestations au niveau des entreprises. Et je pense que le marché est là. Les entreprises sollicitent assez régulièrement les prestataires de services informatiques. D'accord. Donc, nous avons Oumar qui nous demande comment expliquez-vous en fait les critères de financement rigides ou les aides de financement des structures en fait, qui sont pas souvent très, très favorables au projet des jeunes. Donc, comment est-ce que vous expliquez ces critères-là? D'abord, il faut noter qu'il y a bien d'autres formes de financement qui répondent mieux au profil des projets portés par les jeunes, mais qui n'existent pas, comme je l'ai dit. Maintenant, les formes de financement qui existent ne sont pas des formes de financement a priori destinées à financer ces projets-là. Donc, ce qui fait que les conditions sont difficiles. Quand vous regardez le crédit bancaire, c'est un crédit on vous donne avec un différé peut-être de 3, 6 mois, parfois jusqu'à 12 mois, mais pas plus. Alors que si vous êtes sur un fonds d'amorçage, on peut vous donner 3 ans. Si vous êtes sur un financement sous forme de crowdfunding, il y a le crowd equity, ça peut aussi vous donner des conditions beaucoup plus favorables. Maintenant, le crédit bancaire qui est accessible sur notre environnement a quelques particularités par rapport à l'Europe, par exemple. Le taux d'intérêt est relativement élevé. En Europe, le taux d'intérêt pour les entreprises tourne autour de 0 à 2%, parce qu'il y a même des entreprises qui arrivent à mobiliser des fonds parfois à des taux négatifs. Au Mali, le taux d'intérêt dans la pratique, c'est entre 8 et, je dirais, 12%. Bon, à 2 chiffres, ça commence à devenir rare. Mais pourquoi ce taux d'intérêt élevé? C'est une responsabilité partagée. Ce n'est pas que les banques. D'abord, il faut noter que la BCEAO, elle refinance les banques à un taux. Ce taux, c'est entre 2,5 et 4,5. Ça compte beaucoup dans le taux d'intérêt. Parce que ça c'est le taux directeur. Maintenant, quand vous faites une épargne au Mali, l'épargne est rémunérée à 3,5. En France, quand vous faites une épargne, sauf si ça a changé, l'épargne est rémunérée à 0,75. Donc, vous voyez, le coût des ressources compte beaucoup dans le taux d'intérêt que les banques appliquent. Maintenant, deuxième chose, il y a ce qu'on appelle le coût du risque. Le coût du risque, c'est quoi? Sur 100 que je prête, combien je perds? Je vous ai dit tout à l'heure que les banques enregistrent des taux d'impayés de 10 à 15%. Ça veut dire que quand la banque prête 100 millions, elle a une forte chance de ne pas pouvoir récupérer 15 millions. Donc, il faut que la banque anticipe ça et qu'elle récupère ça d'une autre façon. Alors que quand vous regardez en Europe, vous allez peut-être voir que le coût du risque, c'est entre 2 à 5%, quelque chose comme ça. Donc, ça veut dire que c'est très différent. Donc, ce sont ces éléments qui font que le crédit est très différent dans notre environnement par rapport à l'Europe. Donc, c'est une responsabilité partagée. Les entreprises doivent faire des efforts pour améliorer le remboursement des crédits. Quand on prend un crédit, il faut rembourser. Dès lors, ça va jouer sur le taux. La BCEAO doit faire des efforts. Les banques également peuvent faire des efforts en réduisant leurs marges sur le taux d'intérêt. Donc, ces éléments-là permettraient de réduire le taux d'intérêt. Maintenant, concernant la garantie, comme je vous ai dit, la réglementation, elle est de plus en plus stricte concernant la prudence des banques. Mais heureusement, à l'image de beaucoup d'autres pays,
le Mali aussi s'est doté de son fonds de garantie qui vient soulager les entreprises par rapport à cette question de garantie. Donc, il y a des dispositifs qui contribuent à assouplir les conditions, mais encore faut-il que d'autres efforts soient faits de part et d'autre pour améliorer typiquement le taux d'intérêt. D'accord. Donc, merci beaucoup, M. Diko, pour la qualité de ces réponses. Je pense qu'on a déjà, on commence à avoir, enfin, on a une vision globale de tout ce qui concerne, tout ce qui tourne autour du financement des entreprises au Mali. Donc, nous allons prendre une dernière question de Abou, qui nous demande est-ce que le fonds de garantie du secteur privé répond aux besoins des entrepreneurs hors programme? Oui, le fonds de garantie pour le secteur privé, c'est pour tous les entrepreneurs, c'est pour toutes les entreprises de tout secteur d'activité licite et programme qui est accompagné dans le cadre d'un programme ou non. Et en fait, le fonds aujourd'hui travaille pratiquement avec toutes les banques qui opèrent au Mali. Il y a 14 banques actuellement et le fonds opère avec toutes ces banques-là. Et le fonds est en train de s'ouvrir davantage aux institutions de microfinance. Donc, aujourd'hui, le fonds incite les institutions de microfinance à financer en leur proposant un mécanisme de partage de risque. D'accord. D'accord. Donc, merci beaucoup. Je pense que nous atteignons la fin de ce webinaire. On ne peut plus intéressant et qui nous a fourni énormément d'informations avec... je me permets de le dire maintenant, avec une bibliothèque, M. Hamidou Diko. Donc, je vais peut-être laisser Hamidou Diko nous parler un peu de ses œuvres et de où est-ce qu'on peut les avoir aujourd'hui et aussi de vos actualités, si vous en avez. Bien, mes œuvres, j'ai écrit un seul livre. Parfois, les gens me disent écrivain. Je leur dis non, je ne suis pas écrivain. Je suis un auteur de circonstances. J'ai identifié que dans mon domaine, malgré ma forte volonté d'accompagner le maximum d'entreprises, parfois, je ne pouvais pas placer la confiance de l'institution en elle parce que tout simplement, les conditions ne sont pas réunies. Et quand j'échange avec ces entrepreneurs-là, je me rends compte en fait qu'il y avait beaucoup de choses qu'ils ignoraient. Bon, donc je me suis dit, bon, il faut peut-être faire quelque chose pour les aider à anticiper leur démarche d'obtention de financement. Donc, c'est ce qui m'a amené à écrire. Bon, je suis très ravi aujourd'hui que beaucoup de gens utilisent ces documents, qui est un guide conseil, et qui s'en servent dans le cadre de leurs activités entrepreneuriales au quotidien. Et je pense que l'environnement économique évolue. Il y a également des besoins qui s'expriment à travers la lecture de ce document. Donc, disons, dans un futur proche, on va peut-être penser aussi à intégrer d'autres aspects dans ces documents ou à produire d'autres outils qui pourraient venir compléter ce premier outil en faveur d'un entrepreneuriat réussi et formel. D'accord, d'accord. Donc, merci. Où est-ce qu'on peut aujourd'hui se procurer cette œuvre à Bamako, en région ou à l'extérieur? Oui, à Bamako, c'est disponible dans beaucoup de librairies. Comme je l'ai suggéré, je vais vous envoyer la liste des librairies avec leur numéro de téléphone et que vous pourrez partager sur vos réseaux. Et en France, il y a un numéro que je peux donner auprès duquel il y a un stock. Donc, ce numéro qui est joignable aussi sur WhatsApp, c'est le 6 40 42 31 53. Donc, le 6 40 42 31 53. Donc, avec l'indicatif, c'est joignable sur WhatsApp. C'est parfait, c'est parfait. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup déjà d'avoir accepté l'invitation de DonnéLab. Nous ne regrettons absolument pas et je pense que cela va ouvrir
cela ouvre déjà la voie à une longue collaboration. Parce que je pense que même au-delà des webinaires, même au-delà des conférences que nous allons organiser avec vous, je pense qu'il y a des pistes de collaboration qui sont possibles. Donc, attendez-vous vraiment à travailler avec Donilab. Donc, au-delà de ça, si vous avez un mot de la fin, un conseil à donner à tous ceux qui nous écoutent. Moi, en retour, je remercie vraiment Donilab, qui fait un travail formidable. Je pense que Donilab pèse aujourd'hui considérablement sur le marché du conseil accompagnement au Mali. Et d'ailleurs, vous venez d'ouvrir votre représentation en France, compte tenu de l'importance aussi de la diaspora malienne en France. C'est une très belle chose. Et le fait d'organiser ces webinaires-là gratuits à l'attention des aspirants entrepreneurs, je pense que c'est une très bonne chose. Il faut que les gens puissent avoir les bases pour déjà s'intéresser à l'entrepreneuriat. Et en ce moment, l'accompagnement de façon approfondie pourra suivre. Et sera d'ailleurs plus simple comme cela. Plus que si c'était avec des gens qui n'ont aucune base en entrepreneuriat et qui n'ont aucune visibilité sur l'environnement entrepreneurial. Donc, je vous remercie vraiment de tout ce que vous faites et je vous encourage dans ce sens. Moi, je vous marque ma disponibilité pour vous accompagner dans cela. Je pense qu'il faut partager. Le partage, c'est très important. À un moment donné, je me suis dit, quel est le moyen qui puisse me permettre de partager, de toucher le maximum de personnes. Bon, j'ai pensé au livre, c'est disponible, c'est accessible, on a à tout moment, on peut se servir à sa volonté. Et c'est aussi cette volonté de partager qui m'a conduit à choisir le canal libre pour partager ces éléments avec les gens. Donc, vraiment, c'est une très bonne chose et je vous en remercie. Donc, je dis aussi à tous ceux qui ont suivi ces webinaires-là, il faut retenir que c'est des éléments que j'ai mis en avant. Un optimiste, il voit de l'opportunité dans toute difficulté. Un pessimiste, lui, il voit de la difficulté dans toute opportunité. Et l'optimisme, la détermination et la vision sont très importants. Et je pense que dans le mindset de l'entrepreneur, ce sont des aspects essentiels qu'il faut retenir. Donc, ne vous dites pas, non, au Mali, c'est compliqué. Non, c'est dans la difficulté qu'il y a des opportunités. En finance, nous, on dit que le risque est toujours accompagné de rentabilité. En fait, c'est là où le risque est le plus élevé que la rentabilité également est plus élevée. Voilà, donc bon courage à tous et au plaisir d'animer d'autres webinaires dans ce même sens. Merci beaucoup. Je pense qu'on n'aurait pas pu mieux terminer ce webinaire que sur la note sur laquelle M. Hamidou Dicko nous a conduit. Merci beaucoup, M. Hamidou Dicko. Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé. Et j'aimerais particulièrement et chaleureusement remercier tous ceux qui ont organisé ce webinaire parce que derrière ce webinaire, derrière tout ça, il y a une équipe qui est là. Donc, j'aimerais remercier déjà le directeur de Donilab, Tidjane Bal, Dr Tidjane Bal, et aussi Aïssatou Niaria, qui est responsable du pôle expertise, et Awa Traoré également, qui est chargé d'accompagnement à Donilab et point focal de Donilab France. Donc, qui ont fait un travail merveilleux, qui nous ont tracé le cadre dans lequel ce webinaire aurait dû en fait se dérouler. Donc, je les remercie chaleureusement. Je remercie également, pour terminer, M. Hamidou Dicko, et merci beaucoup de nous avoir fourni autant d'informations. Merci beaucoup. Donilab vous remercie et vous dit à très bientôt. Merci beaucoup et allez, merci.